Bonjour à toutes et tous, moi je suis Boris Blanfagne, je travaille au sein de la direction des collections de l'INA depuis 3 ans. Donc je travaille au sein du service du dépôt légal du web, dont la mission est d'archiver le web audiovisuel français. Donc je rentrerai un peu plus dans les détails après. Dans un premier temps, je vais rappeler rapidement l'historique, le contexte et les missions de l'INA. Je vous donnerai quelques chiffres, quelques informations sur le type de données massives avec lesquelles on est amené à travailler. Comment on va exploiter ces données et les métadonnées qui sont associées. Donc ce qui est fait, ce qu'on aimerait faire et le cas du web que je connais un peu mieux. Quelques exemples de valo de ces données et une réflexion possible sur l'avenir de l'archivage audiovisuel et de ces métadonnées. Alors l'INA, donc créée dans les textes de loi en 1974, mise en place en 1975. Donc l'INA, c'est principalement l'archivage des chaînes publiques, le pôle, grosse partie recherche, donc, à laquelle appartient Jean, et une partie formation professionnelle. Donc en 92, on a l'extension du dépôt légal à la radio et à la télévision. Et en 99, l'INA a pris le virage du numérique avec notamment ce qu'on appelle le PSN, c'est-à-dire le plan de sauvegarde numérique, qui consistait à numériser des œuvres en danger d'un point de vue conservation. En 2004, on a eu le site web inamediapro.com qui est à destination des professionnels. 2006, le site ina.fr à destination du grand public. Et depuis 2010, on a INA Global, donc qui est une revue en ligne sur tous les acteurs de l'audiovisuel. Alors, donc, au niveau du contexte et des missions, donc on a deux types d'archives. On a ce qu'on appelle les archives professionnelles. Donc les archives professionnelles, c'est tout ce qui est diffusé par les chaînes publiques et les chaînes avec lesquelles on a des mandats. Donc les chaînes publiques, c'est France 2, France 3, les chaînes Radio France pour la radio. Et les chaînes avec lesquelles on a les mandats, ça va être TF1 et Canal+. Donc ça, c'est des fonds sur lesquels on peut faire une réutilisation professionnelle. Et on a donc le dépôt légal qui consiste à archiver tout ce qui est diffusé en radio et en télé. Donc ça c'est depuis 1995 et le périmètre du dépôt légal a été étendu en 2006 à tous les sites web en lien avec l'audiovisuel et donc on verra un petit peu ce que ça recouvre. Donc c'est une captation toute l'année, 365 jours sur 365, 24 heures sur 24, mais sur lesquels on n'a pas de droits commerciaux. Par contre, on peut le mettre à disposition des chercheurs dans des emprises INA, comme à l'INATEC par exemple, ou en région dans certaines bibliothèques. Au niveau du périmètre du web, pour être un petit peu plus précis, donc on archive tout ce qui est site web des groupes médias, donc TF1.fr, France TV, etc. Mais on archive aussi tous les sites perso qui sont liés à des médias. Enfin, par exemple, si quelqu'un a un blog sur une émission dont il est fan, on va l'archiver au titre du dépôt légal. On archive aussi tous les comptes de réseaux sociaux liés aux médias, donc les comptes Twitter d'émissions, les hashtags des émissions. On archive aussi ce qu'on appelle les UGC, donc pour User Generated Contents, c'est-à-dire toutes les plateformes sur lesquelles on trouve de l'audio ou de la vidéo, donc c'est les chaînes YouTube francophones, les chaînes Dailymotion, les chaînes Vimeo, les SoundCloud, tout ce qui est podcast. Les hashtags donc liés aux médias et aussi une sélection de hashtags qui sont liés à des sujets d'actualité qui résonnent dans les médias. Donc ça va être les hashtags pour les Jeux Olympiques, les hashtags liés à des attentats, etc. Donc c'est un front qui représente 15 000 sites, 13 000 comptes de réseaux sociaux, 800 hashtags et on a 7 000 comptes pour les UGC. Alors au niveau des données massives, donc quelques chiffres pour savoir de combien on parle. Les archives professionnelles, c'est 2 millions d'heures, donc avec une croissance de 40 000 heures par an. Pour la télé-radio, le dépôt légal, c'est 13 millions d'heures avec une croissance d'1 450 000 heures par an, et ça représente 42 millions de notices documentaires. Et alors pour le dépôt légal du web, là on est sur des chiffres assez astronomiques, parce qu'on est à 78 milliards de versions d'URL archivées, sachant que depuis on a fait la mise à jour de l'index, on est passé à 80 milliards. On a 21 millions de vidéos qui représentent près de 2 millions d'heures et 869 millions de tweets archivés. Donc on est à 350 000 tweets archivés par jour. Donc là on est vraiment dans la donnée massive. Et on a une archive qui fait environ 6 pétaoctets.
Alors juste quelques petits graphiques sur les croissances de ces données, de ces objets. Donc en général, on a des croissances qui sont linéaires, on n'a pas des croissances exponentielles, mais on a quand même des croissances linéaires avec des pentes fortes. Donc ça veut dire que les données, elles sont massives, avec en plus une croissance forte. Donc on verra que ça, c'est quelque chose qu'il faut retenir dans la façon de traiter ces données. Alors, donc, au niveau de l'exploitation des données audiovisuelles massives, la principale difficulté, c'est qu'on a des données qui sont très hétérogènes. On a de la photo, on a de l'audio, on a de la vidéo, et qui dit données hétérogènes dit métadonnées hétérogènes. Donc on a des métadonnées comme les codecs, les bitrates, les résolutions, etc. Donc on a des données qui sont massives avec des métadonnées pléthoriques, donc ça renforce encore le caractère massif problématique. Alors un petit exemple, pour un tweet, voilà, donc un tweet c'est 30 métadonnées. Et le texte du tweet c'est 5% des métadonnées du tweet. Donc voilà, ça donne une idée de la répartition. Donc ces métadonnées, on ne peut pas faire l'économie de les considérer parce qu'elles vont permettre d'indexer en fait les données et de les valoriser à terme. Il faut garder à l'esprit qu'on a deux types de métadonnées. On a ce qu'on appelle les métadonnées documentaires qui décrivent le contenu et les métadonnées techniques qui décrivent le contenant. Les deux sont très importantes et il ne faut pas négliger l'une au profit de l'autre et vice-versa. Alors, pour le web, en termes de volume, le rapport données-métadonnées est de 1 pour 9. En fait. On a 9 fois plus de métadonnées que de données. Donc il est nécessaire du coup de passer par des outils qui vont nous permettre d'extraire de façon automatique ces métadonnées et de les exploiter. Tout en gardant à l'esprit que si on peut tout collecter et qu'on peut tout exploiter, c'est pas forcément pertinent de tout exploiter et tout collecter. Donc il ne faut pas se laisser dépasser et tomber dans ce qu'on appelle le syndrome du data swell, c'est-à-dire d'avoir un étang de données, quelque chose de très visqueux dans lequel on s'empêtre. Et il faut essayer de tendre vers une rationalisation de l'utilisation des métadonnées, rationalisation de leur collecte, pour aller vers ce qu'on appelle un data lake, donc quelque chose de plus cristallin. Alors un point important, c'est le stockage et l'indexation. C'est un point important qu'il faut connaître, qu'il faut considérer, mais c'est un moyen, ce n'est pas une fin. Donc quand on parle de stockage de métadonnées, souvent on est amené à discuter avec des services techniques qui ont envie de vous vendre, entre guillemets, des solutions qui sont un petit peu à la mode, qui sont un peu touchy. Il ne faut pas se laisser dépasser et il faut bien savoir ce qu'on a et dimensionner le stockage et l'indexation en fonction de ça. C'est le stockage et l'indexation qui doit s'adapter aux données et pas l'inverse. Il faut bien garder ça en tête. Donc le stockage et l'indexation, ils ont deux aspects. Il y a un aspect technique, c'est-à-dire comment on va dimensionner notre architecture technique, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va choisir comme format de stockage, quel type de solution logicielle on va choisir, quel type de matériel aussi, matériel qui dépendra des accès, de ce qu'on veut faire avec les métadonnées, si on a besoin d'accès rapide ou pas. Quel est le temps de réindexation acceptable et le temps de réponse acceptable des moteurs de données. Donc, tout ça, ce sera décidé en fonction de l'usage final. Donc c'est en pensant l'usage final qu'on peut définir et circonscrire le stockage et l'indexation et comment ça sera mené. Et donc il y a l'aspect structurel, c'est-à-dire comment on va hiérarchiser, organiser, assurer nos données et l'intégrité de nos données et de nos métadonnées. Donc est-ce qu'on met en place des règles d'uniformisation? Parce que comme on a dit, on a des métadonnées qui sont hétérogènes. Donc l'exemple c'est par exemple, si on prend une chaîne YouTube et une chaîne Dailymotion, elles vont toutes les deux avoir un ID qui ne sera pas du tout le même. Sur Dailymotion, par exemple, l'ID, je dis n'importe quoi, ça va être quelque chose de numérique, des chiffres. Sur YouTube, ça va être quelque chose de textuel. Donc ça, il faut le prévoir dès la mise en place du modèle de métadonnées. Il y a aussi donc toutes les problématiques de format, toutes les problématiques de contrôle d'intégrité. Est-ce qu'une donnée est nullable? Est-ce qu'elle n'est pas nullable? Est-ce qu'une métadonnée est nullable ou pas nullable? Est-ce qu'elle est optionnelle ou pas? Qu'est-ce qu'on va vouloir faire avec ces métadonnées? Parce qu'on ne va pas hiérarchiser, organiser de la même façon si on veut faire du data mining ou si on veut faire du deep learning. Quels seront les algorithmes de recherche aussi qu'on va appliquer à ces données? Donc ça, c'est tout un panel de questions auxquelles il est nécessaire de répondre en avance de phase
pour permettre une meilleure valorisation. Alors nous, au dépôt légal du web, ce qu'on a choisi, c'est un temps de réindexation de 5 jours. C'est-à-dire que pour réindexer nos 80 milliards de versions d'URL, on met 5 jours. Et on a un temps de réponse de nos moteurs de recherche qui est inférieur à 5 secondes. Et donc ça, c'est les choix qu'on a fait au début. Et derrière, toute notre architecture et toute l'organisation du modèle de données a été fait à partir de ces choix. Alors au niveau de la sélection et de la collecte des métadonnées, donc il y a deux façons de faire. Il y a une façon automatique. Donc pour la télé et la radio, en général, comme on capte directement ce qui passe à la télé et à la radio, il y a assez peu de métadonnées qui sont incluses dans les flux captés. Donc on passe par des prestataires externes, Plurimédia et Kantar, qui nous fournissent un certain nombre de métadonnées. Donc l'avantage de passer par un prestataire externe, c'est qu'il y a une facilité d'indexation et aussi on a une qualité et une fiabilité de l'information, étant donné qu'il y a un cadre contractuel. L'inconvénient, c'est qu'effectivement ça représente un coût et que du coup on est en autonomie un peu plus réduite. Pour le web, la récupération des métadonnées se fait de façon automatique. Donc on passe par ce qu'on appelle des API. Donc pour ceux qui ne maîtrisent pas forcément les API, c'est des petites boîtes à outils qui sont fournies par YouTube, Dailymotion gratuitement pour exploiter leurs données et leurs métadonnées. Donc l'avantage, c'est que c'est complètement gratuit, qu'on peut faire des développements maison à partir de ces API. L'inconvénient, c'est que c'est des API qui changent souvent, comme il n'y a pas de contrats commerciaux. YouTube, s'ils ont envie de supprimer une métadonnée, ils ont le droit de le faire. Il y a des accès qui sont limités. Il faut savoir que par exemple, l'API Twitter limite le nombre de tweets que l'on peut archiver. Et on a aussi donc tout un travail manuel qui est fait par le service documentation de l'INA. Donc les documentalistes travaillent à ajouter des descripteurs, des résumés, des génériques, faire des chapeaux. Donc en général, en l'état, ce qu'on a, c'est qu'on a beaucoup de données techniques qui sont collectées de façon automatique et les métadonnées documentaires sont encore très majoritairement faites de façon collectées de façon manuelle. Alors, au niveau des perspectives, donc, j'en développerai peut-être un peu plus en détail, mais ce qu'on tend à faire, c'est utiliser donc, des outils de data mining, de deep learning, qui soient internes ou externes, pour essayer d'extraire du contenu des métadonnées. Donc, par exemple, on a des outils d'identification automatique des personnes, des outils de transcription automatique. On passe un fichier vidéo dans l'outil, il nous sort le texte, et du texte, on peut extraire des résumés, des images de mots-clés, ce genre de choses. On a des outils de segmentation automatique des programmes, et on sait aussi s'ouvrir un petit peu à l'extérieur, parce qu'on a des outils qui nous permettent de se mettre en relation avec des référentiels externes, comme par exemple Wikidata. Donc l'idée, c'est qu'on a en entrée notre émission Cache Investigation, et on va chercher sur la page Wikidata le compte Twitter, l'URL, le nom de la présentatrice, etc., etc. Et on peut aussi avoir des mises en relation des contenus là avec des contenus tiers comme les flux d'actualité. Et alors au niveau du web, on fait beaucoup de data mining, c'est-à-dire qu'on va rechercher dans nos objets archivés des données et des métadonnées. Notamment la recherche, c'est à partir des pages archivées qu'on va rechercher des nouvelles URL. Donc dans chaque page web, on trouve des URL qu'on va aller chercher et qui vont faire l'objet d'un archivage. Donc l'archive en fait se nourrit d'elle-même par le data mining, ce qui est assez intéressant. Notamment, on recherche aussi des vidéos dans les pages web et dans les tweets. Et on est aussi capable d'aller extraire dans les bios Twitter ou dans les bios YouTube, les biographies, les pages à propos de nouveaux objets. Donc, juste une petite démonstration d'un outil donc, au niveau de Twitter. Donc ça, c'est notre interface de consultation Twitter qui a été mise en place donc, par Zénette Pélivan, qui est notre doctorante en informatique qui gère ça d'une main de maître. Et donc, voilà un petit peu le genre de choses qu'on peut faire. Donc là, on fait une recherche sur TPMP, touche pas à mon poste. Donc on a une timeline sur laquelle, en fait, on peut voir la répartition des tweets par jour et par heure. Donc en dessous, on a les tweets qui s'affichent et on offre la possibilité à l'utilisateur de sélectionner les métadonnées qu'il veut afficher. Voilà, sous forme de page. Derrière, il peut faire toute une série de tri et d'actions.
Voilà. Et on a des outils donc, statistiques, voilà, avec la répartition des tweets, donc entre les comptes certifiés, les comptes non certifiés, la distribution par ville, la distribution par pays. Donc tout ça, c'est extrait en fait en direct du corpus qui a été constitué par la recherche effectuée par l'usager. Et donc de ce corpus, on peut aussi extraire les hashtags les plus présents, voilà, donc qui sont affichés. On peut aussi extraire les mentions, c'est-à-dire les comptes qui sont le plus cités dans les tweets rattachés au corpus de la recherche, les liens, les URL qui sont dans le tweet. Voilà, avec à chaque fois la possibilité donc, de récupérer l'information et des fonctionnalités d'export pour une utilisation ultérieure. Donc on a aussi les utilisateurs qui ont le plus tweeté, les médias que l'on retrouve le plus dans les tweets du corpus, et enfin les emojis qu'on retrouve le plus. Alors ça c'est particulièrement intéressant parce qu'en fait ça permet de faire de l'analyse sentimentale. Comment va la population? Ça peut être comment va la population, comment est perçu un événement, et ça peut être très intéressant sur des événements. Alors, pardon? Et le prisme de Exactement, Twitter. alors effectivement, c'est le prisme de Twitter, donc il faut garder ça en tête, mais aujourd'hui, Twitter, ça reste quand même un média sur lequel les gens communiquent. Pardon? Sur lequel Il n'y a pas de sélection. C'est-à-dire, il n'y a pas de sélection. Vous prenez tout. Il y a tous les comptes Twitter. On prend tous les comptes Twitter liés à l'audiovisuel public. Ah, je veux dire, oui. c'est qu'il n'y a pas de... Voilà. Des médias, oui. Donc, c'est quand même... C'est de l'étude de réception. Pardon? C'est de l'étude de réception, mais c'est intéressant. Oui, oui, en tout cas, il y a des choses à faire. Effectivement, après, il faut qu'il y ait le bon grain de l'ivresse, mais ça a été beaucoup utilisé pour les attentats du Bataclan, notamment. Et on peut faire des choses assez sympas. On peut reconstituer aussi la chronologie d'un événement sur Twitter, parce que sur Twitter, on a une dimension très temporelle. Donc, c'est quand même des outils qui peuvent être intéressants et qui rendent bien compte de ce qu'on peut faire sur des données à partir d'objets de ce type avec du data mining. Alors un autre projet de valorisation de nos fonds, alors je vais en montrer qu'un parce que ce sera plus intéressant, donc toujours qui a été mené par Zenep. Donc ce que je disais, l'idée c'est aussi de créer des passerelles entre des corpus qui ne sont pas forcément de façon évidente rapprochables. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a voulu rapprocher le flux Twitter du flux télé. Donc Zenep Péliman a mis en place un outil qui s'appelle Second Screen, et dont le principe, en fait, je vais vous montrer. Alors, donc, ça c'est le catalogue de l'Inatech. Donc on tape une date qui correspond aux attentats de Londres, dans notre cas. On choisit un journal télévisé, voilà, de la BBC. Hop. Voilà, donc à gauche on a le flux télévisuel, donc qui est visualisable, qui est jouable. Et en fait on va rentrer des hashtags dans un champ de recherche. Donc on fait une recherche, voilà. Et donc là en fait à droite on a la timeline Twitter à l'heure de la diffusion du programme télévisuel. Et si je mets, donc on a tous les tweets qui s'affichent évidemment, et si on met play, la timeline va défiler de façon synchronisée avec le flux télé. Donc ça peut être extrêmement intéressant pour tout ce qui est débat politique. On peut voir la réaction des tweetos en direct, avec toujours les outils de data visualisation qui sont disponibles en bas. Voilà, donc ça c'est vraiment, il y a une volonté de rapprocher des corpus différents, les paralléliser, les mettre ensemble. Pour l'avenir, alors on est en train de commencer à parler du concept de l'archive augmentée à l'INA. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant, le programme télé, il venait tout seul, il était diffusé sur un téléviseur, il était auto-documenté, il y avait des métadonnées, des données qui étaient éventuellement incluses, mais pas toujours, et parfois des documentations qui étaient fournies par les diffuseurs, des conducteurs, des résumés, ce genre de choses. Donc on archivait tout ça classiquement. Il n'y a pas si longtemps, il y a eu l'arrivée du web,
avec la démocratisation du PC, du smartphone, etc. Donc le programme était toujours autodocumenté, diffusé majoritairement sur les canaux classiques, donc la télévision et la radio, et il était complété par du contenu web. Alors ça pouvait être un compte Twitter, une chaîne YouTube sur lesquelles on pouvait trouver des extraits, ce genre de choses. Donc là, on pouvait parler d'archives complétées. Et maintenant, le programme il est complètement décentralisé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si moi, ça m'arrive de faire des interventions auprès de publics jeunes, des gens qui ont entre 15 et 25 ans, et quand on leur demande s'ils regardent la télé, ben, ils ne regardent plus la télé. Ils consomment la télé en replay, ils consomment la télé sur leur smartphone, ils consomment plutôt du YouTube que de la télévision. Donc il faut bien se rendre compte que tous ces médias ils sont à considérer comme un package, comme un ensemble de médias qui fonctionnent ensemble, et qu'on est sur des contenus, des programmes qui sont véritablement transmédia. C'est pour ça qu'on parle d'archives augmentées. Et évidemment, la quantité de données et de métadonnées, elle est beaucoup plus forte aujourd'hui du fait de l'arrivée de ces nouveaux médias, qu'hier où il y avait très très peu de choses autour du programme. Alors par rapport à ça, donc, depuis quelques années, l'INA a mis en place une réflexion pour modifier son approche et sa façon d'architecturer tout ça. Donc il y a eu un gros travail qui a été fait par le service méthode, par des gens comme Gauthier Poupeau, avec la participation aussi de gens de la recherche ou de la direction des collections, pour rationaliser toutes les bases de données de l'INA, les rendre plus adaptives, plus flexibles, pour qu'elles puissent ingérer en fait, tous ces nouveaux médias. On a optimisé les moteurs de recherche, et donc on va avoir une base de données unique pour nos métadonnées qui s'appellera le LAC, une autre base de données pour les médias. Les deux seront alimentés de façon automatique et manuelle par la captation et la documentation. Derrière, on aura une interface de consultation unique qui s'appellera Nautilus, et un dispositif aussi de consultation unique qui s'appellera le Post. Voilà. Et toute cette réflexion a été faite de façon à avoir la meilleure structuration possible pour derrière pouvoir valoriser la meilleure façon possible nos collections. De fait, alors les nouvelles expertises, les nouvelles compétences qui sont attendues chez les archivistes de l'audiovisuel, alors tout d'abord il faut bien connaître les métadonnées des objets que vous archivez. Ça, on ne peut pas faire l'économie de ça. Bien les connaître pour pouvoir les ordonner, c'est-à-dire lesquelles sont pertinentes, lesquelles ne sont pas pertinentes, lesquelles sont indispensables, lesquelles ne sont pas indispensables, sont indispensables. Il faut être aussi en mesure de normaliser ces métadonnées, donc ce que disait Gisèle, c'est-à-dire il y a tout un travail d'uniformisation des métadonnées qui est à faire. C'est aussi important de connaître les offres technologiques. Alors connaître les offres technologiques, c'est pas se transformer en informaticien, c'est savoir ce qui se fait un petit peu sur le marché, savoir ce que les offres peuvent vous apporter, quels sont leurs avantages, leurs inconvénients, et surtout quelles sont leurs limites. Il faut élaborer en amont des outils de valorisation. Donc pensez en fait l'objet final, c'est-à-dire comment vous allez vouloir valoriser vos données vous permettra de mieux structurer le modèle au préalable. Participer donc à la conception des modèles de données et donc toujours travailler en avance de phase. Parce que quand on est sur des données massives, par exemple, mettons que vous ayez décidé d'indexer vos données sur 2 champs. Et puis, donc vous remplissez vos bases de données et vous avez oublié en fait un 3e champ qui vous paraissait intéressant de considérer dans l'indexation. Si vous devez calculer un index sur 80 milliards d'entrées, c'est long. Donc il faut toujours avoir un temps d'avance pour ne pas être pris au dépourvu sur des temps de traitement qui peuvent être très très longs. Voilà. Merci.